Alors, bonjour à tous, bienvenue à Microsoft. Dans le fond, si vous ne m'entendez pas, vous pouvez me le dire. J'essaierai de parler un peu plus fort. Je suis désolé, on n'a pas de micro parce que, en fait, j'ai prévu une présentation, je n'ai pas de slides. Je vais essayer de faire des choses en live. Donc, si je tiens un micro et taper en même temps, ça va être difficile. Donc, si vous n'arrivez pas à m'entendre, essayez de me le dire. Je ferai du mieux que je peux. Ouais. Est-ce que tu peux partager ton écran dans l'app? Ah, je l'avais fait déjà, non? Ça s'est arrêté, ok. A priori, non. Désolé. Ok. Ouais, juste ici. Ouais, super. Merci. Merci. Ouais, pas de souci. Au niveau de la fonte, c'est bon, tout le monde arrive à voir et tout le monde arrive à lire correctement? Ok. Parfait. Très bien. Alors, aujourd'hui, le thème de ce soir, c'est un type dans TypeScript un petit peu particulier qui s'appelle le type never, qui n'est pas un type qu'on voit très souvent dans les codebases, mais je vais essayer de vous montrer ce soir qu'on a quand même plusieurs utilités, plusieurs applications assez concrètes que vous avez probablement quelque part, soit dans des librairies que vous utilisez, donc indirectement, soit quand même dans votre codebase, mais que dans des utilitaires. Et donc, le but de ce soir, c'est d'essayer de montrer sur les utilitaires que vous avez peut-être récupérés de Stack Overflow de quelque part, quel est le cheminement intellectuel qu'on essaye de faire pour voir quel est mon problème, quelles sont les étapes qu'on essaye de suivre et pourquoi est-ce qu'on arrive à cette solution-là. Vous allez voir, il y a plusieurs facettes. Et on va commencer par la facette la plus simple du type never. Une fonction qui renvoie never, c'est une fonction qui ne renvoie jamais rien. Donc, ça peut paraître bizarre, une fonction qui ne renvoie jamais rien, mais on peut y en imaginer deux sortes. La première, c'est une fonction qui se contente de le jeter une exception, ou une erreur, du moins, ou alors une qui fait une boucle infinie, par exemple. Ça, c'est des fonctions qui ne renvoient jamais rien. Bon, alors à quoi ça sert une fonction qui ne renvoie jamais rien? Est-ce que c'est vraiment utile? Alors, voilà un premier cas d'application. Imaginons qu'on ait une fonction qui prenne en paramètre un objet dont on ne connaît pas le type, qui est unknown, et on veut faire de la validation dessus. On veut valider, par exemple, que c'est une configuration qu'on récupère d'un serveur. On veut faire au runtime une validation que c'est bien un objet qui existe et que c'est vraiment un type objet et puis pas autre chose. Le fait de faire ça, si les conditions ne sont pas validées et que j'utilise mon helper, le fait d'avoir dit à TypeScript que ma fonction renvoie never, ça veut dire qu'il comprend qu'il n'arrivera jamais à cet endroit du code si jamais ces conditions sont réunies. Par définition, il sera capable de faire correctement ce qu'on appelle du coup du type narrowing ici, et donc de dire, OK, j'ai compris que ton objet était bien object, et ici, il est bien inféré comme object, malgré le fait que je n'ai pas de return, ou je n'ai pas de throw à cet endroit-là. Si je change le type de retour de ma fonction pour lui dire que ça renvoie quand même vraiment, mais ça ne renvoie rien, à ce moment-là, il ne sera plus capable de faire cette inférence, et il me dira, OK, à ce moment-là, ta config peut toujours être unknown, parce qu'il ne sait pas que le code va s'arrêter une fois qu'il arrivera ici. Alors voilà un premier exemple. Deuxième exemple, qui est souvent utilisé, on a une API qui est contrainte dans les choses qu'elle peut retourner. Du moins, c'est ce que le serveur nous dit. Elle peut renvoyer deux réponses, soit yes, soit no. Et donc, on l'a typé en tant qu'énumération. Ça paraît logique, parce que quand on fait un switch, on peut être exhaustif, du coup, sur ce qu'on check. Donc ici, admettons que j'ai une fonction qui log une réponse. Je peux dire, si on me donne yes, très bien, j'affiche yes, no, exactement la même chose. Mais bon, j'ai quand même envie de mettre default parce que malgré le fait que mon copain côté serveur, il m'a dit t'inquiète pas, je te renverrai que ça, je ne lui fais pas forcément toujours complètement confiance. Donc, j'ai quand même envie de mettre un default au cas où. Je vais mettre un petit warning pour le moment et puis on verra ce qui se passe. Ici, TypeScript, il comprend que API Response a des contraintes. Il comprend qu'ici, avec les deux breaks qui sont là, s'il arrive dans le default, il sait que ce ne sera pas yes et pas non. Et donc, il infère automatiquement que ma réponse, du coup, en fait, n'arrivera jamais. D'accord? C'est pour ça qu'il a inféré ici le type never. Bon, c'est chouette. Never, on a quand même le droit de faire une concaténation dessus, parce que never, on est en TypeScript. Au runtime, le type n'existe plus, donc ce sera vraiment un vrai objet quand même. Donc, on est quand même capable de l'afficher à la console. Mais on peut faire quand même quelque chose d'un petit peu plus malin. C'est on peut prendre ce bout de code, on peut l'extraire dans une fonction, par exemple, appelons-le log unexpected, par exemple. Et vous voyez qu'ici, VS Code m'a automatiquement dit que le type de réponse ici était bien never. Alors, ça ne paraît pas grand-chose comme ça, la différence entre ce code-là et le code que j'avais avant, mais en fait, ça a une qualité qui fait que, dans le futur,
Si on me dit, ben maintenant, ton API, elle ne renvoie plus yes ou no, mais elle peut aussi renvoyer maybe, à ce moment-là, TypeScript, il va checker automatiquement pour nous tous les endroits où c'est utilisé, et il va voir, ah, en fait, ici, je m'attendais à ce que réponse n'arrive jamais, parce que j'avais checké tous les cas. Mais là, il va me dire, attention, maintenant, il y a un cas que tu n'as pas checké. Si je regarde réponse, ici, il va me dire, attention, ce n'est plus assignable à never. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas yes et no, ça peut être encore maybe. Et donc, en faisant juste cette petite extraction dans une fonction, en prenant un paramètre never, maintenant, je suis sûr que quand je mets à jour mon énumération, automatiquement, tous les endroits qui sont checkés de manière exhaustive vont être catchés par le compilateur. OK. Alors, pourquoi est-ce que le compilateur catch cette erreur? C'est parce qu'il y a donc deux propriétés sur deux types que vous connaissez peut-être, donc du coup le type never et le type unknown. Ces deux types sont inverses l'un de l'autre. Il y en a un qui peut être assignable à rien du tout, et l'autre, c'est il ne peut être assigné à rien du tout. Donc voilà, ici je vous ai montré les deux cas. Si j'ai quelque chose de never, je peux l'assigner à un string. Par contre, l'inverse n'est pas possible. À l'inverse, si j'ai quelque chose d'unknown, je ne peux pas l'assigner à un string, mais je peux faire l'opération inverse. Deux propriétés très importantes, et ça va être vraiment la fondation du talk de ce soir, c'est quand on a des unions entre des types. Si j'ai un type A ou quelque chose qui n'arrive jamais, par définition logique, c'est donc que c'est mon type A le résultat. Que quelque chose ou qui n'arrive jamais, ici, forcément, string ou never va me dire string. À l'inverse, si je dis c'est string et quelque chose qui n'arrive jamais, le résultat sera jamais non plus. Okay, c'est l'arithmétique relativement simple. Passons maintenant à un cas concret. Comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces attributs-là que je viens de vous décrire? Alors, je vais vous présenter un exemple. Ici, j'ai une fonction qui fait quelque chose, donc ce n'est pas très important quoi. J'ai créé un type qui a plusieurs champs, donc A, B, C, D, avec des types différents. Donc ici, on a string, number et date 2 fois d'ailleurs. Et on veut faire quelque chose avec un input qui nous est donné. On veut donner la possibilité à celui qui nous appelle d'overrider les dates en plus de ce qu'il y a dans input. Mais on veut qu'il puisse overrider que les dates. On ne veut pas qu'il puisse overrider autre chose. Donc, ici, le type qui doit être de mon deuxième argument, ça doit être que ces deux champs-là. Ce qu'on veut faire, du coup, c'est comment est-ce qu'on écrit, du coup, la type annotation de cette chose-là, sans hardcoder le fait que c'est C et D. On veut quand même qu'à chaque fois qu'on met à jour, ici, mon type T3, on veut que ce soit automatiquement reflété dans ce paramètre-là. Alors, pour ça, d'abord, je vais vous montrer comment on fait du type indexing. Alors, du type indexing, c'est assez simple. Vous l'avez déjà utilisé vous-même beaucoup de fois. Donc, je vais prendre, par exemple, un exemple. Allez, je vais prendre celui-là. Alors ici, j'écris un autre type et j'utilise cette notation entre crochets. Cette notation entre crochets, c'est donc de l'indexing et je dis, je voudrais récupérer le champ A. Sauf qu'en fait, ici, on a l'impression que je veux récupérer le champ A de mon type T3. Mais en fait, c'est ce qui se passe. Mais d'un point de vue purement théorique, ce n'est pas exactement ça. Ici, ce que j'ai entre crochets, ce n'est pas un identifiant. C'est un type. Et en fait, c'est ce type-là qui va être utilisé pour filtrer toutes les clés de mon type T3 et regarder quelles sont les clés qui matchent ce type qu'on sert de prédicat. Donc, ça veut dire qu'ici, le type A minuscule, il n'est matché qu'une seule fois. Du coup, le résultat n'est que string. Et maintenant, vous savez que ça, ce n'est pas un identifiant, mais un type. À ce moment-là, je peux mettre ici des types plus complexes. Je peux donc dire A ou B. À ce moment-là, le filtre va me matcher cette fois 2 fois. Et le résultat sera donc string ou number. On peut aller plus loin, parce qu'on n'est pas obligé de mettre que des types de forme string. Vous savez qu'en JavaScript, les objets sont identifiables sur 3 types, nombre, string et symbole. Et donc, si je prends un deuxième exemple, je prends un tableau de T3. Si je filtre par le type 0, à ce moment-là, je me retrouve avec T3. Parce qu'un tableau de type T3, le premier élément est toujours un tableau de type T3. Un T3, pardon. Si je continue, je vous ai dit, pareil, avec un symbole. Si ici, je prends l'itérateur, tous les tableaux ont une fonction qui est indexée par ce type-là, le type itérateur, et ça renvoie quoi? Une fonction qui renvoie un itérateur. Et enfin, un dernier exemple. On peut donc aller plus loin et donc dire, au lieu de dire A ou B ou C, sans énumérer, sans hardcoder la liste des clés, je peux dire indexe-moi mon type T3 sur toutes les clés de T3.
Qu'est-ce qui va se passer donc? Il va le faire une union de tous les types qui sont présents dans T3. Et donc, il va me dire string ou number ou date. OK. Donc maintenant qu'on a compris comment ce système marche, on va essayer de l'associer avec ce qu'on a vu tout à l'heure, qui faisait que quand on a des types associés dans des unions à never, eh ben, toutes les parties never sont effacées. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de prendre des unions et du coup de les rétrécir. Comment on va faire ça? Comment on va prendre une union, on va la rétrécir? Eh bien, c'est facile. Tous les éléments de l'union qu'on veut enlever, on va les transformer en never. Et une fois que l'union sera réalisée, ces types auront disparu. On se retrouvera donc avec un type réduit. Alors, on va repartir du coup de notre exemple où on voulait, à partir de notre type T3, uniquement obtenir un type qui est un sous-ensemble de ce T3 uniquement avec C et D qui sont tous les deux des dates. Alors, je vais vous montrer 3 façons de le faire et je vais vous expliquer la façon dont comment est-ce qu'on réfléchit pour y arriver. Alors, évidemment, il y a une solution qui est plus simple que les 3, que je vous encourage à utiliser, mais c'est important de comprendre quand même pourquoi les autres alternatives sont aussi intéressantes, parce que le mécanisme de réflexion pourra vous resservir peut-être dans d'autres circonstances. Alors, ce qu'on essaye d'avoir, c'est un résultat qui ressemble à ça. Donc, on va commencer par itérer sur toutes nos propriétés de T3, et on voudrait avoir le résultat, c'est-à-dire T3 de P. Donc, ici, au départ, on départ de toutes les clés. Mais nous, ce qu'on voudrait vraiment avoir, en fait, au final, c'est ça. On voudrait que le résultat ressemble à juste CD date. OK. C'est notre objectif. On a vu, on n'a pas accès à C et D sans les hardcoder. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est demander toutes les clés. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de réduire cette liste. Pour réduire cette liste, on va faire une transformation. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est écrire un premier helper qui va faire cette transformation. Donc, je vais écrire mon helper. Donc, je vais dire un helper d'un type de clé particulier. Et je vais dire, dans T3, si ma clé qui indexe T3 dérive de date, c'est-à-dire en gros, est-ce que c'est une date? Si c'est le cas, je vais la garder. Si ce n'est pas le cas, je vais envoyer never. Ici, TypeScript me dit attention, T-key n'est pas forcément quelque chose qui peut indexer, donc on va rajouter une contrainte sur le type générique. Et maintenant, on a notre helper de près. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser notre helper. Essayons de l'utiliser une première fois. On va dire helper de A, par exemple, pour voir si ça marche. Ici, A nous dit never. Effectivement, A représente un string qui n'est pas une date, et donc on l'a bien transformé en never comme on s'attendait à le faire. Maintenant, si je teste avec C, à ce moment-là, ici, C nous a bien donné une date, c'était bien ce qu'on voulait. On voulait garder les dates. Ici, comme ce qu'on veut faire, c'est réduire une union de clés, on n'est pas spécialement intéressé par le fait que ça nous renvoie date, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est plutôt la clé, donc on va enlever ça. On va garder la clé. Et donc maintenant, on se dit, bah, c'est facile. Pour avoir mon résultat que je voulais tout à l'heure, il me suffit juste d'appeler mon helper sur toutes les clés. Chacune des clés qui ne sont pas des dates va être remplacée par never. L'union va être résolue. Et j'aurai uniquement ce qui m'intéresse. Et là, malheureusement, c'est la déception. Le résultat n'est pas ce qu'on attend, c'est never. Alors pourquoi? Alors ici, il y a quelque chose en TypeScript qui s'appelle la distributivité des types conditionnels. Et ici, quand j'ai une union de A ou de B et que j'applique une transformation sur A ou B, on applique la transformation sur A. Le résultat, on le met dans l'union. Et ensuite, on applique la transformation sur B, etc. Et on fait pour chacun des éléments. C'est ce qu'on voulait. Mais ça n'a pas l'air de marcher. Alors, on retourne voir la documentation de TypeScript et on regarde qu'est-ce qu'ils disent. Et là, ils disent une phrase qui est un peu énigmatique. Ils disent que cette distributivité ne s'applique que si on fait un check sur ce qu'ils appellent un naked type, donc un type nu. Alors, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par un type nu? Donc, ils montrent des exemples. Et en fait, à chaque fois, ce qu'ils montrent, c'est qu'ils testent uniquement le type du helper au niveau de la généricité, et puis pas autre chose. Et ils disent que c'est que dans ce cas-là qu'ils vont appliquer la distributivité. Si ce n'est pas ça, ils n'appliqueront pas la distributivité. Ici, dans notre check, on ne teste pas T-key, mais on teste
le résultat de l'indexation de T3 par T-key. Et donc, la distributivité ne s'applique pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un workaround pour forcer TypeScript à appliquer cette distributivité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Appliquer un check uniquement sur T-key. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit hack. On va dire, on va faire un check qui n'en est pas vraiment un. On va demander, est-ce que T-key extends any? Là, on est sûr que c'est toujours vrai. Mais ce n'est pas grave, c'était juste pour que TypeScript il applique sa distributivité. Et ensuite, on va dire, si ce n'est pas le cas, on va remettre encore notre never. Bon. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on se retrouve avec notre distributivité correctement appliquée. Les deux champs ont bien été mappés à never comme il fallait. Les deux autres ne le sont pas. Et donc, lors de la réduction, on se retrouve bien avec C et D. Si je réutilise mon résultat dans mon map type que j'avais au départ, à ce moment-là, je me retrouve avec le résultat que je voulais. Ça, c'est la première façon. Et donc, comme vous le voyez, d'un point de vue logique, c'est assez clair. On partait d'une liste de clés qu'on voulait réduire. On a dû faire un petit hack parce que TypeScript nous a dit « Oh, c'est un peu compliqué sur la distributivité. » Donc, on va oublier cette solution, mais quand même, c'était quand même une bonne idée de garder ça en tête. Et donc, maintenant, on va regarder une deuxième solution. La deuxième solution, c'est basé sur deux observations. On a vu qu'il était facile de générer une union de clés de type. Ça, on sait faire, c'est key of t, c'est facile. On sait aussi qu'il est facile de générer une union des types de toutes les clés dans notre type. Ça, on sait le faire, c'est T de crochet de key of t. Maintenant, si on associe ces deux choses ensemble, on se dit, en fait, il est assez simple, encore par une petite astuce, c'est de remapper toutes les clés sur leur type équivalent correspondant au nom de ces clés-là. Alors, la phrase paraît un peu compliquée, mais vous allez voir que, en fait, c'est assez simple. Si je prends un autre type, n'importe lequel, ici on peut prendre T3 encore de nouveau, hein, et pour chacune des clés, maintenant je vais le mapper à quoi? À un nouveau type qui est le nom de cette clé. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me génère un type intermédiaire, évidemment, ce n'est pas ça qu'on a envie d'avoir, mais on s'en sert juste pour faire une transformation. Vous voyez que toutes les clés maintenant ont des types associés avec leur propre nom de clé. Ok, alors à quoi ça sert cette histoire? Vu qu'on sait qu'il est facile de générer une union de tous les types, il est maintenant facile de générer une union de A ou B ou C ou D. Et donc, il est facile d'enlever les clés qui ne nous intéressent pas. On voulait donc pas A et pas B. Donc ici, au lieu de mapper sur le nom de la clé, on peut tout simplement faire un check d'abord sur T3, dire est-ce que cette propriété est une date ou non. Si c'est le cas, on va garder le nom de la clé. Si ce n'est pas le cas, on va renvoyer never. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Notre type intermédiaire, il est presque le même, mais on a des types never pour chacune des clés qui ne nous intéressent pas. Quand on va prendre l'union de tous les types, comment? En l'indexant par key of T3, on se retrouvera de nouveau avec les clés qu'on voulait. Du coup, on peut aussi l'utiliser dans notre résultat, qui arrivera de nouveau à notre résultat final. Alors, le fait d'avoir fait ça, en fait, on se sert du coup que dans TypeScript, on a quand même assez peu de concepts. On a des map types et des conditions de type, c'est à peu près tout. Donc, il faut essayer d'être un peu malin sur quelles sont les opérations qu'on peut faire. Mapper l'un sur l'autre, représenter des clés avec des types avec des clés, etc. Vous allez voir qu'il y a encore plus simple que ça. Donc, c'est la troisième approche. La troisième approche, on va se servir d'une feature qui a été sortie dans TypeScript 4.1. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous utilisez dans votre quotidien, quel type de version de TypeScript vous utilisez. Juste, si vous utilisez 4.1 ou supérieur, est-ce que vous pouvez juste lever la main, juste histoire d'avoir une idée? Ok, à peu près la moitié. Donc, ceux qui utilisent ces versions-là peuvent utiliser le trick que je vais vous montrer juste après. Ceux qui ne l'ont pas peuvent revenir sur les méthodes que je vous ai montrées. Alors, dans TypeScript 4.1, ils ont sorti une nouvelle feature qui s'appelle le remapping de clés lors des map types. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, ça va être compliqué, mais ça ne l'est pas. Donc, je vais recommencer, je vais encore remapper chacune de mes clés. Et il y a un nouveau mot-clé qu'on peut rajouter à un endroit qui s'appelle as. Alors, à quoi ça sert ce as? Normalement, c'est fait plutôt pour renommer des clés en d'autres clés. C'est à peu près le principe de base. Hein. En fait, le scénario qu'ils voulaient supporter quand ils ont fait cette feature, c'était, il y a certaines librairies, on leur donne en entrée des objets et ils vous renvoient un même objet avec que des getters, avec les mêmes noms que les objets qu'on vous avez donnés en entrée. En gros, ici, ce que je peux faire, c'est, je peux dire get
comme ça. Donc ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais c'est un literal type. Je crois que dans la présentation de tout à l'heure, vous en verrez aussi, il me semble. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça me génère, vous voyez, un type sur lequel on a pris toutes les clés, on leur a mis un préfixe. Bon, généralement, on essaye de les rendre un petit peu plus jolis. Donc, on a un petit helper ici qui s'appelle capitalize qu'on peut utiliser. Capitalize. Pardon? Le deuxième i, c'est pas un i. Capitalize. Oui. Voilà. Normalement, c'est fait pour faire ce genre de choses. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va détourner cette feature. Parce qu'en fait, même dans la documentation de TypeScript, il le précise qu'en fait, c'est une chose connue et que vous pouvez utiliser. Comme vous savez, pour indexer, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des identifiants, mais des types. Donc, on peut toujours se poser la question, dès qu'il y a un type, qu'est-ce qui se passe si je mets never? Donc, je vais enlever ça et à la place, je vais dire, je vais mapper toutes mes clés, je vais toutes les mapper sur never pour voir ce qui se passe. Et je regarde le résultat. Le résultat, TypeScript me dit que c'est quelque chose de vide. Ce qui paraît normal. C'est-à-dire que si j'ai des clés qui n'arrivent jamais, c'est qu'elles ne sont pas là. Ça paraît logique. Bon. Et donc, je peux conditionnellement dire une clé, je la remap soit à elle-même, soit à never. À ce moment-là, je peux dire, est-ce que T3 de P extended? Si c'est le cas, je vais garder ma clé. Sinon, je la mapperai à never. Et voilà, on a exactement l'objet qu'on voulait obtenir depuis le départ en une seule ligne. Et c'est la façon la plus simple, à mon avis, d'obtenir ce genre de résultat. Voilà, donc je vous ai montré 3 façons de faire des transformations. À chaque fois, on a utilisé le type never. À chaque fois, c'était lié à des unions, qui fait qu'en faisant les bonnes transformations, on a réussi à réduire cette liste d'unions pour pouvoir faire des transformations qui n'étaient pas forcément évidentes à faire avec tous les concepts de base qu'on a de TypeScript. Voilà. Je finis ma présentation. Je crois que je suis dans les temps. Je vous laisse juste sur une dernière note. C'est plus pour la réflexion pour peut-être un futur talk. Je vous avais dit au tout début du talk qu'on a 2 types. On a unknown et on a never, et que les deux sont des types opposés. Qu'est-ce qui se passe dans certaines parties du code? Quand on a besoin de faire des checks d'assignation de type, il y a certains endroits où le compilateur renverse un check. C'est-à-dire que normalement, un check, on vérifie que le type A est bien assignable à un type B. Dans certains cas, le compilateur est obligé de renverser et de checker que c'est B qui est assignable à A. Dans quel cas est-ce que ça arrive? Donc, il y en a plusieurs, mais le plus courant, c'est quand on fait des checks sur des types d'arguments qui sont passés en paramètres de fonction, par exemple ici. Et donc, normalement, quand vous ne savez pas c'est quoi les types, vous avez plutôt tendance à utiliser unknown, ce qui est donc normal. Sauf qu'ici, quand unknown fait partie de paramètres, le compilateur, quand il va faire le check et qu'il renverse ce check, il va vous dire, non, tu ne peux pas utiliser unknown parce que ce n'est pas assignable. Et donc, si on suit et on a compris la logique, que l'inverse de unknown, c'est never, ici, vous voyez que si je déclare mes arguments en tant que never et pas en tant qu'unknown, à ce moment-là, l'assignation est possible. Si le jargon technique vous intéresse, c'est quelque chose qui s'appelle la contravariance. Et ça peut être un sujet de talk en lui-même. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, c'est pour vous montrer encore une autre application de never dans le sens type opposé de none. Voilà, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous remercie. Alors, il y a une question sur le chat qui est rapidement. Et c'est quoi la différence ici entre string never et string nul? Alors, donc on va revenir à cet endroit-là, j'imagine, ici. Alors, donc ici, string ou never, c'est purement du sucre quand on fait de la manipulation des types. Le never, en fait, on le voit réellement pas arriver. Ce n'est pas qu'une concept qui arrive. Alors que le nul, pour le coup, quand on est en JavaScript, c'est vraiment quelque chose qui existe. On peut vraiment recevoir nul. On peut vraiment, dans le JSON, nul est vraiment un type qui existe. Donc, quand on fait string ou nul, ça veut plutôt dire qu'on peut recevoir soit le type string, soit le type nul. Ce sont 2 choses qui existent réellement. Donc, quand on a string ou nul, cette union ne peut pas se réduire à quelque chose de plus simple que ça. Ça reste strict. Alors, évidemment, c'est que quand le strict nul mode est activé. Si ce n'est pas le cas, string ou nul
se réduit lui-même en string tout court, mais normalement, c'est pas dans ce genre. Voilà, si on n'a pas le strict mode, normalement, on n'écrit pas string au nul qui va avec. J'espère que ça répond à la question. Oui. Merci. Bon, et ben, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée du coup.